Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois pour le cours de commande des systèmes dynamiques de la troisième année de l'EPF Montpellier. Aujourd'hui, on fait la suite de l'équation d'état. On verra également l'équation d'observabilité et on va traiter un cas particulier qui est celui de la mécanique, la deuxième loi de Newton, et on va l'appliquer à un cas très connu qui est le pendule simple avec ou sans frottement. Donc, c'est une partie du cours qui est en 3 parties. Donc, ça, c'est la deuxième. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Alors, voilà, c'est bon. OK. Donc, on va considérer le cas de la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous dit que la masse fois l'accélération égale à la résultante des forces en F. Voilà, c'est ce que ça dit. Si on considère un pendule, mettons que là, on a un mur, attaché un ressort et une masse. Donc, en fait, l'équation du pendule, c'est exactement la même, en tout cas le pendule avec l'approximation des petits angles. Mais bon, c'est vrai que je dis pendule alors que j'ai parlé de ressort, mais c'est pour vous dire que c'est en fait la même équation quand on considère les petits angles. En fait, la vraie terminologie, c'est ce qu'on appelle l'oscillateur harmonique classique. Voilà. Donc, j'ai une masse, M, qui est attachée à mon ressort, qui est un ressort de constante de Röder K. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? On a x de t, c'est l'élongation du ressort, l'élongation. Alors, la vraie élongation, c'est-à-dire que je regarde par rapport à la largeur la longueur du ressort à vide. Voilà, je ne me pose pas trop de questions avec la longueur initiale. Je considère que c'est l'élongation qui est importante. Et donc x' de t, c'est la vitesse de ma masse, la vitesse du point matériel qui est là. Et x' de t, c'est tout simplement l'accélération de cette petite masse. Voilà. Donc en fait, l'équation Newton que l'on a là, elle va pouvoir se réécrire de la manière suivante en faisant intervenir une dérivée seconde. Ça me dit que la masse fois la dérivée seconde de x par rapport au temps va être égale à la somme des forces. Donc là, ici, je considère qu'il n'y a que la constante de rappel, donc c'est moins k fois x. Voilà, rien de plus simple. Cette équation différentielle, c'est une équation différentielle d'ordre 2, puisque la plus grande dérivée qui apparaît dans l'équation, c'est la dérivée seconde, donc c'est une équation d'ordre 2. C'est une équation qui est également linéaire, à coefficient constant. M et K ne dépendent pas de x ou du temps. Donc, rien de plus simple. Alors, je sais qu'en première et deuxième année, on vous a montré comment résoudre cette équation-là avec des méthodes type variation de la constante, équation caractéristique. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt comment cette équation différentielle, qui est d'ordre 2, en fait, elle est équivalente à une équation différentielle d'ordre 1, mais vectorielle. Donc, le mot-clé ici, c'est variable auxiliaire. Donc, pour passer d'une équation d'ordre n, une équation d'ordre n, à un système de n équations différentielles d'ordre 1, de n équations d'ordre 1, on introduit des variables auxiliaires. Des variables auxiliaires. Alors, comment on va faire ça? Donc, on a m fois x' égale moins k fois x. Donc, l'idée clé est de se dire que l'on va penser à la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée première. Donc, en fait, je dis x' de t,
égale V de t. Voilà, ça ne choque personne. Maintenant, je vais dire que la dérivée de V, c'est quoi? Eh bien, c'est x'', c'est-à-dire l'accélération. Okay, alors, où est-ce qu'elle est l'accélération dans notre équation? Elle est là. Okay, elle est dans le x'' ici. Donc, je vais dire que V', c'est x'', donc je dois passer tout de l'autre côté, et si j'isole x'', qu'est-ce qui reste? Eh bien, ça me reste que V', c'est tout simplement moins k divisé par m x. Okay, parce que là, j'ai moins kx. Pour isoler le x'', je divise par m, donc ça me fait moins k sur m x. Voilà, voilà, x de t. Donc, vous voyez, je suis passé d'une équation différentielle d'ordre 2 à une équation différentielle d'ordre 1. Le prix à payer, c'est que j'ai une équation différentielle qui est cette fois-ci vectorielle. Okay, alors, comme je vous l'ai dit, en fait, cette équation différentielle qui est là, elle rentre bien dans l'équation différentielle de la forme. Alors là, je vais utiliser une notation un peu différente pour faire la différence avec les deux. Je veux dire que voilà, si j'ai une équation différentielle du premier ordre, y' de t égale une certaine fonction de y de t. Okay, là, y, c'est mon vecteur d'état. Ici, j'ai bien une équation différentielle d'ordre 1 où y de t va être le vecteur x de t, v de t. X de t, v de t. Et donc, j'ai l'équation différentielle qui est y' de t. Donc, si y c'est ce vecteur-là, eh bien y' de t, c'est tout simplement le vecteur qui contient x point de t, c'est-à-dire la dérivée, et v point de t. Bon, vous aurez remarqué que j'utilise les notations point ou prime de manière inchangée, c'est exactement la même chose. Les physiciens ont tendance à distinguer le point du prime en disant que le point c'est uniquement réservé au temps, mais nous en mathématiques, on ne les distingue pas, ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire dérivé par rapport à la seule variable dont dépend la fonction. Donc voilà, donc là, ce y' qui est là, okay, qui est ce morceau, eh bien, on le retrouve ici. C'est la dérivée. Okay, voilà, donc on va bouger ça. Je vais l'effacer peut-être. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué parfois avec les outils. Voilà, je voulais effacer le cadre et non pas mon équation. Donc, je reprends. Fermer ceci. Et là, ici, on a V'. Donc, vous l'avez compris, ce premier morceau, c'est ce morceau-là. Et ensuite, ici, on a le deuxième morceau qui est le plus important, en fait, qui est parfois un petit peu compliqué à comprendre. Mais ce morceau ici à droite, là, en rouge, qui est la dynamique, eh bien, c'est ce morceau qui est là. Alors, ce morceau qui est là, c'est l'expression de la fonction f, qui est la dynamique, évaluée au vecteur d'état. Donc, ce que je dois spécifier pour vous, pour que ça soit hyper clair, c'est qui est cette fameuse fonction f. Okay, tout simplement. Donc là, ici, f, c'est une fonction qui va aller de R2 dans R2, puisque c'est ça notre champ de vecteur, qu'au vecteur de coordonnées x, v, associe le vecteur de coordonnées v moins k sur m x. Voilà. Ça, c'est ma dynamique f. D'accord? Alors, je profite pour vous rappeler ce qu'on avait fait la dernière fois sur le système proie-prédateur, et je vous invite du coup à spécifier en tant qu'exercice quelle était la fonction dynamique à ce moment-là. Okay, écrivez la fonction qui va également de R2 dans R2, que à lapin, renard associe quelque chose. Okay, c'est un exercice pour vous. Très bien. Donc maintenant,
on va passer sur Mathematica et on va tracer le champ de vecteurs associé à ce système. Okay, associé à ce système. Et donc, je vous rappelle rapidement, avant de passer là-bas, que fait ce système? Okay, quelles sont les variables que l'on va regarder dans ce système? Donc, dans le portrait de phase, comme d'habitude, on va avoir les variables d'état, donc à savoir X et V. Dans mon système mécanique, dans le cas du système propre-prédateur, c'était lapin et renard. Et un point quelque part ici va correspondre à une valeur précise de l'élongation de mon ressort et de la vitesse. Alors par exemple, si je suis là, mettons que ça c'est le point de coordonnées 1 en X, 0 en V. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, je suis avec une élongation de 1 et une vitesse de 0. Alors ça, par exemple, si on prend ce point-là comme condition initiale, okay, donc là on va voir le ressort avec la masse, donc voilà, qui est une élongation de 1. Que va faire la masse? Eh bien, par la force de rappel, cette masse, elle va aller vers là-bas. Et ensuite, également par la force de rappel, ça va la renvoyer de ce côté-là. Remarquez qu'ici, on n'a pas considéré les pertes liées à, par exemple, une force de frottement, donc ça va revenir exactement au même endroit. Et ensuite, ça va repartir exactement au même endroit, et revenir, et repartir, et ainsi pour l'éternité. On peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe ici, dans ce système, si je pars de ce point qui est là. Là, je suis en x égale 1, je lâche le ressort, je lâche la masse, qu'est-ce qui se passe? La coordonnée en x diminue. La coordonnée en x diminue puisque le ressort se ratatine. Donc, on va aller vers l'origine. Mais en même temps que le ressort se ratatine, la vitesse augmente. Okay, et le ressort va se ratatiner par rapport à sa position d'équilibre jusqu'à une valeur négative avant de revenir. C'est ce qu'on avait dit. Ça veut dire que ici, sur mon dessin, là, mettons que ça, c'est la position 0, c'est-à-dire quand le ressort est à l'élongation naturelle. Là, ici, on était à une élongation de 1. Il va se comprimer, il va arriver jusqu'à une élongation symétrique de moins 1, et ainsi de suite avec des variations de vitesse. Donc, on était ici et on a dit la vitesse, elle augmente tout en faisant diminuer le x, puisque ça se ratatine. Et ça arrive à un moment où ça s'est ratatiné au maximum et la vitesse, elle est nulle, puisque vous voyez, le ressort fait ça, il atteint une vitesse nulle avant de repartir avec une vitesse, mais qui va être dans le sens contraire, parce que là, ici, on a un axe qui est orienté. Vers la droite, c'est quand ça s'allonge, vers la gauche, c'est quand ça se ratatine. Et donc ici, vous voyez, le mouvement, il est dans ce sens. Alors, le dessin devrait être complètement symétrique, mais bon, vous voyez que je n'arrive pas à dessiner très bien. Et puisque ça repart, ça vient de ce côté-là. C'est censé être un cercle, hein, mais on va voir sur l'ordinateur que c'est un cercle parfait. Ça revient vers la position initiale, comme vous pouvez le voir ici sur mon diagramme. Très bien, donc maintenant on va passer sur l'ordinateur pour tracer ce portrait de phase que l'on va faire. Donc ça, c'était les lapins et les renards qu'on avait fait. On avait inséré des paramètres qui nous permettaient donc de changer la valeur et voir comment le champ de vecteur était modifié en fonction de ces paramètres. Et là, maintenant, je vais faire une nouvelle section qui va être donc le système masse-ressort. Système masse-ressort. Pareil, comme précédemment, je vais faire un vector plot, puisque l'on trace un champ de vecteurs. La première composante, c'était V, puisque j'avais x' égale V, donc je laisse V tout simplement. Et ensuite, la deuxième composante, c'est moins k divisé par m fois x. Moins k divisé par m fois x. Et je vais tracer ça pour x entre moins 2 et 2, par exemple, et pour v entre moins 2 et 2 également. Je pourrais adapter si besoin. Dernière chose, on avait dit que si on évalue cette entrée telle qu'elle, on va rater les constantes qui n'ont pas de valeur pour le moment. Donc, je dis à Mathematica que je souhaite manipuler cette expression et faire bouger les paramètres k et m. Bon, je vais les mettre par défaut à égal à 1 et je peux les faire varier, par exemple la masse jusqu'à 10 kg et la constante de raideur de 1 jusqu'à également 10, les unités qui vont bien, qui sont
newtons par mètre carré. Il suffit de refaire l'analyse dimensionnelle. Voilà, voilà ce que j'observe. Okay. L'évolution de mon système. Ah oui, donc là, vous pouvez voir que je me suis trompé dans le sens des flèches. Je vais corriger ça tout de suite, puisque le sens des flèches précédemment, si vous vous souvenez, je les avais mis dans l'autre sens. Alors, quelle était mon erreur? Mon erreur, c'était de dire que j'avais oublié de tenir compte de la vitesse. Si vous vous souvenez, j'avais dit que enfin, quand le solide part vers la gauche, non seulement sa position diminue et ça va vers la négative, mais la vitesse aussi, en fait, elle est dans le sens négatif. C'est pour ça qu'en fait, le vrai sens de parcours de cette courbe, c'est vers là-bas. Donc là, corrigez ça sur votre cours, c'est dans l'autre sens. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe sur un ordinateur. Ça vous permet de corroborer votre intuition. Donc revenons du coup sur le portrait de phase. Donc voici ce que l'on voit. On voit des cercles concentriques parfaitement. Alors si on fait varier la constante de raideur, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on fait varier un petit peu les cercles qui ne sont plus des cercles mais des ellipses. D'accord? On peut faire varier la masse également qui a tendance à faire l'ellipse dans l'autre sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce système vous a paru très clair. Une généralisation possible que je vous demande de faire donc en exercice est celle de le système masse-ressort, mais où l'on considère en plus qu'il y a une force de frottement. D'accord? Donc, une force de frottement, typiquement, comment on va modifier l'équation différentielle? Eh bien, de la manière suivante. Vous allez avoir toujours masse fois l'accélération égale somme des forces. Ça ne change pas. Là, ici, on va avoir masse fois x' de t égale moins k, la constante de raideur, fois x de t. Vous savez que les frottements fluides sont proportionnels à la vitesse. Donc, on va avoir en plus un moins gamma x' de t. Donc, exercice, écrivez ce système sous forme de deux équations différentielles d'ordre 1, comme on a fait précédemment. Et deuxième point, allez sur l'ordinateur, faites rentrer votre code et regardez quelle est l'influence du paramètre gamma qui correspond du coup à une force de frottement. Frottement fluide, par exemple, si votre masse elle est plongée dans de l'huile. Merci et à très bientôt.